Bienvenue sur Ciné Passion Vintage, je suis Garance. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage sur la mer à bord d'un vaisseau fantôme, puisque nous allons parler de Pandora and the Flying Dutchman, Pandora en français. Et nous voyagerons en très bonne compagnie, puisque nous allons voyager avec Ava Gardner et James Mason. À tout de suite. C'est difficile de parler de Pandora, sans parler d'Ava Gardner, bien sûr. Alors, Pandora, c'est un film d'Albert Lewin. Qui était Albert Lewin, nous allons y revenir un petit peu plus tard, mais il voulait absolument tourner avec Ava Gardner. C'était elle qu'il voyait incarner le rôle de Pandora. Alors, il la voulait vraiment. Ava Gardner était sous contrat avec la MGM, ça tombait bien parce qu'Albert Lewin travaillait à ce moment-là comme scénariste depuis 1929 à la MGM. Il était le bras droit d'Irving Thalberg. Lui-même le bras droit de Louis B. Mayer. Bon. Mais Albert Lewin voulait être non seulement le scénariste de son film, le dialoguiste et le producteur. Il n'avait pas suffisamment de moyens pour être le seul producteur, donc il a été demandé aux productions Romulus Film de coproduire le film avec lui. Alors, c'est pour ça qu'il est parti momentanément de la MGM. Il a demandé l'autorisation de les quitter pour faire ce film, et il a négocié que la MGM lui prête Ava Gardner. Alors ça tombait très bien parce que Ava Gardner avait fait déjà The Killers, les tueurs, qu'il avait révélé, on peut dire, vraiment au grand public, et après elle avait tourné Showboat pour la MGM également. Alors ce qu'il faut dire, c'est que pour Showboat, Ava Gardner avait préparé les chansons. Elle avait travaillé sa voix et elle avait enregistré toutes les chansons qu'elle était supposée chanter dans Showboat. Mais à l'arrivée, et elle a été profondément blessée par la décision de la MGM, ils ont estimé qu'elle ne chantait pas suffisamment bien pour apparaître dans un film aux côtés de chanteurs professionnels. Donc elle a été doublée pour Showboat. Alors, c'est intéressant de le préciser parce que dans Pandora, justement, au début du film, elle chante une très belle chanson d'une voix douce, langoureuse et très agréable qui correspond tout à fait à son personnage de Pandora. Et là, c'est vraiment la voix d'Ava Gardner qu'on entend. If it's really love that found its way here. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je sais que les chansons qu'elle chantait dans Showboat, son personnage de Julie Laverne, ont été quand même, ça a été préservé, ça a été gardé et publié. Je pense qu'on peut les trouver. Bon, donc voilà pour Showboat. Alors ce qui s'est passé, c'est que la MGM a même retardé la distribution du film aux États-Unis, du film Pandora, pour permettre justement à ce que Showboat, disons, confirme le statut de vedette d'Ava Gardner. Et après, quand Pandora va sortir, elle sera vraiment une star. Et non seulement une star, mais on verra, quand je vais parler plus longuement du film, qu'elle deviendra, grâce à Pandora, on peut le dire, presque un mythe. Voilà, pour Ava Gardner. Je vous ai parlé de Claude Renoir comme directeur de la photographie. Là, le directeur de la photographie, on peut dire qu'il a travaillé en complète adéquation avec le réalisateur Albert Lewin, c'est Jack Cardiff. Alors, qui était Jack Cardiff? Eh bien, c'est pas compliqué. Jack Cardiff, c'est un Britannique, c'est un Anglais, déjà, et ses parents étaient comédiens itinérants, on va dire, et il a commencé par faire l'acteur. Quand il était tout petit, il avait 5-6 ans. Et puis alors après, il est rentré dans le monde du cinéma et il a gravi les échelons. C'était un autodidacte, mais non, mais c'est vrai, il a été clapman, il a été assistant opérateur, il a fait plein de petits boulots au cinéma, jusqu'au moment où il va découvrir la technique du Technicolor. Mais avant ça, il va faire une rencontre décisive avec Michael Powell et puis et Emmerich Pressburger. Alors cette rencontre avec ces deux hommes va être complètement décisive. Mais il y a pas qu'eux qui l'ont influencé. Il y a aussi sa découverte de la peinture académique et des maîtres comme Vermeer, comme Rembrandt bien sûr, mais aussi comme Turner et Constable. Et lui-même était un peintre amateur, Jack Cardiff, et c'est pour ça qu'il connaissait bien l'importance de la lumière, cette importance cruciale. Et en particulier, ce qu'il recherchait,
C'était ce qu'on appelle l'heure bleue, c'est-à-dire les 10 What would you minutes do for me, entre Stephen? le What perfectly coucher du incredible thing would soleil you do et for me? la nuit I would profonde. do anything. Le moment où où les blancs deviennent nacrés et où la lumière caresse les visages. Anything. How long have you been building this car, Stephen? 2 years? Why? Is there anything in the world more precious to you than this car? One thing. If I were to ask you, Stephen, would you push your car off this cliff into the sea? Yes? Do it, Stephen. Alors une petite citation de Jack Cardiff avant de parler d'Albert Lewin. Le plus important, ça n'est pas ce que la lumière montre, c'est ce qu'elle fait ressentir. Et je vous ai dit, Jack Cardiff, le grand tournant dans sa carrière, c'est quand il découvre la technique du Technicolor à 3 bandes. Et Jack Cardiff, comme Claude Renoir, est devenu un maître dans l'art d'utiliser le Technicolor, et particulièrement pour les scènes de nuit. Parce qu'on peut dire, oh, mais il a utilisé la technique de ce qu'on appelle la nuit américaine, enfin ce que Truffaut a appelé la nuit américaine, mais pas que. Notamment la scène, une des scènes que je préfère, c'est-à-dire la scène où Pandora, vous allez voir, elle nage pour aller vers le yacht du Hollandais volant. Là, ça n'a pas été la technique de la nuit américaine qu'il a utilisée, hein. Il a bien filmé de nuit, parce que ça l'intéressait énormément de filmer de nuit. Alors parfois, dans ces scènes de nuit, pas forcément celle-là d'ailleurs, notamment la scène où elle est sur la plage la nuit avec le Hollandais, là, il utilisait quand même un système d'éclairage supplémentaire, parce que la technique du Technicolor de nuit l'imposait, si vous voulez, c'était nécessaire. Mais le plus souvent, il voulait à tout prix filmer des scènes de nuit, justement dans la scène dont je vous parle, celle où Pandora nage vers le bateau du Hollandais volant. On a vraiment l'impression, et c'est l'impression que voulait donner à la fois Albert Lewin et Jack Cardiff, que le bateau du Hollandais flotte entre ciel et mer, qu'il est déjà, qu'il se situe dans un entre-deux, pour vous dire, un entre-deux poétique et un entre-deux presque physique, pour nous montrer que Pandora va quitter le monde terrestre pour entrer dans un autre monde, un monde où le temps est suspendu. Alors Albert Lewin qui c'était? Au départ, figurez-vous, avant de faire dans le cinéma, de devenir réalisateur, c'était un professeur d'université en littérature anglaise. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, et c'est pour ça qu'il s'est parfaitement bien entendu avec Irving Thalberg, comme je vous l'ai dit, le bras droit de Louis B. Mayer. Et pour la petite histoire, Irving Thalberg était aussi l'époux de l'actrice Norma Shearer. Mais restons sur Albert Lewin. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, donc il avait beaucoup lu, il adorait Oscar Wilde. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé The Picture of Dorian Gray, c'est-à-dire l'adaptation du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Il n'a fait que 6 films, Albert Lewin, mais des films qui sont tous très personnels. Voilà. Et notamment, bien entendu, Pandora. Alors Pandora, il faut dire que c'est le premier film produit par Romulus Film, qui était donc une société de production anglaise qui voulait rivaliser avec Hollywood, mais en faisant des films non seulement intéressants, beaux plastiquement, mais qui avaient quelque chose à dire, pour vous dire. Pas seulement de l'entertainment, vous voyez. Bon. Et je pense que Pandora ne serait pas ce qu'il est, ce film, s'il n'avait pas été une production indépendante. Pourquoi? Parce que si Albert Lewin était passé par la MGM, probablement, on lui aurait dit que son film était trop long, qu'il y avait trop de dialogue, pas assez d'action, aussi que le Hollandais, il fallait en faire un personnage moins, un petit peu plus remuant, un petit peu plus, j'exagère un peu, peut-être pas comme dans les films d'Errol Flynn, peut-être pas, je pousse un peu le bouchon, mais quand même, il n'aurait pas eu la possibilité de faire ce qu'il voulait. Or là, en production indépendante, il l'a fait.
C'était un homme, je vous l'ai dit, très cultivé, qui avait une grande culture, littéraire. C'était aussi un homme qui avait une grande culture picturale. Il était lui-même collectionneur de tableaux de maîtres et il admirait particulièrement, bon, Vermeer, bien sûr, le Gréco aussi, mais Chirico. Alors Chirico, vous allez le voir, il est très présent dans Pandora, avec ce mélange des époques. Le mélange entre l'époque contemporaine, le film est censé se passer dans les années 30, même si c'est un film qui date des années 50, il est supposé se passer dans les années 30. Chirico, c'est ce mélange, cette juxtaposition, non, oui, enfin non, plus qu'une plus qu'une juxtaposition, la présence de statues antiques parmi ces personnages contemporains. C'est aussi ces fuyantes, ces routes, comment dire, très longues, ces perspectives, voilà, ces perspectives très longues, très profondes, qui ne mènent nulle part, et cette ligne d'horizon très haute, de façon à ce que les personnages semblent un peu écrasés par le poids de quelque chose. C'est ça, Chirico. Et on le voit. Et puis en plus, l'exemple le plus complet, le plus évident, c'est le tableau que peint le Hollandais volant sur son bateau. It's not me as I am at all, but it's what I'd like to be. Et que Pandora va saccager. On va y revenir à cette scène. Voilà pour Albert Luynes, un homme extrêmement cultivé, avec une grande culture à la fois littéraire et plastique et picturale. Il y a aussi une chose que j'aimerais dire, il y a une citation de Platon qui est bien connue, peut-être pas de tous les marins, mais en tout cas des écrivains qui ont écrit sur la mer. C'est « Il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». Et ça, c'est une citation. Alors, il paraît qu'à l'époque, on n'est pas sûr que ça soit pas une citation apocryphe. On n'est pas absolument sûr que cette citation soit de Platon. Mais je vous la donne. Ça correspond quand même relativement bien à ce film, puisque c'est l'histoire du Hollandais volant. Alors, l'histoire du Hollandais volant, je vais y revenir tout de suite. Pandora, c'est aussi bien entendu le thème du sacrifice, bien entendu, hein. Le sacrifice, c'est-à-dire justement le sacrifice de la vie. Pandora va sacrifier sa vie par amour pour le Hollandais. Mais au départ, lui va lui faire croire qu'il ne l'aime pas et qu'il la repousse. Pourquoi? Parce que lui est prêt, au contraire, à sacrifier son salut. Alors le sacrifice, on l'a vu, d'abord le milliardaire qui va se suicider pour Pandora, après Steven Cameron qui sacrifie sa voiture. When do you want to marry me, Stephen? Tomorrow? Mais après, revirement, tout compte fait, il va la récupérer, ce qui fait que son sacrifice par amour, il délie en fait moralement Pandora de sa promesse de mariage envers lui. Et puis Juan Montalvo, le matador, le torero, qui lui va mourir. Donc effectivement, on peut se dire que cette femme fatale qui apporte la mort, même si elle ne le veut pas, même si elle ne le fait pas exprès, elle avait tout pour rencontrer le personnage du Hollandais volant d'Hendrik van der Zee, j'y suis arrivée, puisque lui, ce qu'il recherche précisément, c'est la mort. Et la mort, ils vont la trouver tous les deux. Mais c'est une mort, c'est un sacrifice qui est presque mystique et presque religieux, on peut le dire. J'irais jusqu'à dire, c'est l'amour suprême. C'est vrai. C'est l'amour suprême, c'est l'amour mystique, c'est le sacrifice qu'on fait pour sauver l'autre.
I give up my life for you. That's the measure of my love. And you, what would you give up? My salvation. But it's even more than life. Non, mais c'est vrai, il y a un côté extrêmement mystique dans cet amour qui conduit à la mort, au sacrifice. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait, Albert Lewin? Et là, ça rejoint les grands mythes, on est bien d'accord. Il veut nous dire que l'amour absolu, l'amour total, l'amour absolu, n'est pas un amour terrestre. Il n'est pas possible, si vous voulez, parce que c'est ça qu'elle recherche au plus profond d'elle-même, Pandora. Hein? C'est l'amour absolu, un amour vrai, un amour total, où on s'oublie dans l'autre. Et c'est tout à fait ça qu'elle va trouver, en fait. Vous voyez? Tous les hommes qui sont attirés par elle, ils la convoitent, ils la veulent, ils veulent la posséder. Le Hollandais, lui, ne veut pas la posséder. Au contraire, il est prêt à sacrifier quelque chose qui est essentiel pour lui, qu'il recherche depuis des siècles, c'est-à-dire la paix par la mort, enfin la délivrance. Il est prêt à sacrifier cette délivrance. Vous voyez, il veut rien prendre, il veut sacrifier, donner quelque chose qui lui est cher. Et c'est exactement ce que Pandora est prête à faire. À sacrifier sa vie. Elle renonce à quelque chose, elle donne. Et c'est à ce niveau-là, je trouve, où elle va trouver sa vérité. Non plus cette image superficielle de la femme fatale qui fascine les hommes, etc. On ne peut pas s'accomplir dans un amour égoïste, un amour qui cherche à posséder. Ça, c'est pas possible. On ne peut s'accomplir que dans le don de soi. Vous voyez? Elle sacrifie aussi ce qu'elle était avant d'avoir rencontré le Hollandais volant. Elle sacrifie cette image superficielle, factice, qui n'est pas elle en fait. C'était un personnage qu'elle jouait, le personnage de la femme fatale, j'irais presque jusqu'à dire le personnage de la star, pour devenir vraiment elle-même. It's not me as I am at all. But it's what I'd like to be. Et de cette façon, dans cet amour absolu qu'ils vont vivre tous les deux, le Hollandais et elle, on atteint le mythe. Et on peut dire dans une certaine mesure qu'Albert Lewin prend une actrice, une star, et qui va en faire un mythe. Vous voyez? Un mythe intemporel, un mythe qui continue à nous fasciner. Vous voyez, 60 ou 70 ans après, il continue à nous fasciner, ce mythe de Pandora et du Hollandais volant. C'est un petit peu comme s'il quittait la Terre pour atteindre à quelque chose de plus grand, de plus intemporel, de plus mythique. Un peu comme Tristan et Iseult, vous voyez? C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est un film, en dehors de cette grande beauté formelle, qui correspond tout à fait à la légende. Là encore, c'est pour ça que la lumière de Jack Cardiff, j'y reviens encore un peu, illustre tout à fait ce moment où on quitte ce qui est terrestre, on quitte ce qui est temporel pour devenir du domaine du rêve. Non, mais c'est tout à fait ça. Du domaine du rêve, du domaine de quelque chose qui est, là encore, hors du temps. Et les mythes, on le sait, sont intemporels. À bientôt pour un autre film.